Les rencontres d'options, la revue de l'UGIC CGT, Clément Olivier. Hiver 2024-2025, professions intermédiaires, la grande déqualification, 3 tables rondes à podcaster, enregistrées en public à Montreuil. Passe ton bac d'abord. Dans les années 70 ou 80, tout lycéen un peu fougueux s'est vu un jour répéter cette phrase à l'envi par son entourage, expression immortalisée évidemment dans le film du même nom de Maurice Pialat. Passe ton bac d'abord, sous-entendu, c'est une garantie que tu arriveras à quelque chose dans la vie. Depuis cette époque, la massification de l'éducation supérieure a suivi son bonhomme de chemin. Et en 2025, on pourrait peut-être se demander s'il ne faudrait pas remplacer cette phrase par « passe ton bac plus 3 d'abord », voire « passe ton bac plus 5 d'abord » si tu veux trouver un travail. Chez les professions intermédiaires, c'est en effet plus de 60% désormais qui sont diplômés du supérieur, tandis que les salaires stagnent. Alors que valent-ils nos diplômes en termes de salaire justement, en termes de reconnaissance symbolique également, de reconnaissance sociale? Quelles évolutions des qualifications? On en parle dans cette deuxième table ronde avec nos invités. Bonjour Caroline Blanchot. Bonjour. Secrétaire générale de l'UGIC CGT. À vos côtés, Nicolas Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Représentant de la CGT à la Commission consultative nationale des IUT, donc les instituts universitaires de technologie. Également avec nous Gwendoline Delamarre de Boudeville. Bonjour. Bonjour. Directrice des affaires sociales et de la formation à la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, côté donc patronal. Et pour la recherche, Frédéric Séchaud. Bonjour. Bonjour. Sociologue du travail, chargé d'études au CEREC, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications. Merci à vous quatre de prendre le temps de cette discussion. Caroline Blanchot, vous signez, comme toujours, l'édito de ce numéro d'option en titrant sur, je vous cite, une gabegie inacceptable, à savoir que vous félicitez évidemment de la hausse du niveau éducatif dans la société sur le long terme, sauf que vous dites que cela ne se traduit pas dans la reconnaissance. Caroline Blanchot. Oui, tout à fait. Peut-être rappeler quelques éléments et quelques chiffres. On peut légitimement se poser la question de ce que valent nos diplômes aujourd'hui. Si on prend notre dernier baromètre technicien profession intermédiaire, UGIC, fait avec CECAFI et réalisé par Via Voice, les professions intermédiaires et techniciennes témoignent d'une véritable inadéquation de leur rémunération au regard de leur qualification, de leur implication et d'une augmentation significative de leur charge de travail. À tel point qu'en première ligne ex aequo de leurs revendications apparaît le salaire, plus quand même 16 points en 3 ans sur cette question-là, parce que ce sondage, on le fait tous les ans, donc on peut comparer les chiffres. Donc on voit que c'était déjà criant, hein, mais c'est encore plus criant, et une volonté d'un meilleur équilibre vie pro-vie perso. Ce qu'on peut dire aussi dans les études qu'on a fait par ailleurs et qui sont à reprendre dans les chiffres de l'INSEE, du CEREC, etc., c'est qu'on observe pour un niveau licence une perte de 40 € mensuels sur le salaire médian à la sortie du diplôme niveau licence, donc entre les générations 97 et les générations 2015, donc une perte de reconnaissance purement salariale. Chiffre CEREC 2019, hein, on attend l'étude qui commence lundi, si j'ai bien compris, pour avoir des chiffres plus récents qui malheureusement... on pense qu'ils vont être encore plus importants. Si on regarde sur du plus long terme, si on compare la rémunération des professions techniciennes de l'INSEE dans les années 90, on était environ à 2,4 SMIC en moyenne. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 1,8 SMIC. Ça représente quand même une perte à euros constants de 810 € net mensuels, ce qui est quand même énorme, sachant qu'en plus, en parallèle, on a eu l'inflation qu'on a connue ces dernières années. Donc forcément, c'est une perte de pouvoir d'achat et de reconnaissance des diplômes et des qualifications qui est impressionnante. Et donc, voilà, on maintient que cette question, elle est légitime. Et par contre, je m'inscris en faux par rapport aux interventions de la table ronde précédente. On a entendu que finalement, une augmentation, une massification des diplômes finalement arriverait, enfin, ce serait naturel d'une baisse de qualification, d'une baisse de reconnaissance salariale. Enfin,
là, je suis désolée, mais on est face à des choix clairement politiques qui sont assumés par les gouvernements successifs. J'évoquerai que deux éléments. Une recodification du Code du travail par ordonnance, donc sans débat, en 2008, qui enlève la notion de diplôme dans le droit du travail. Et en 2019, un décret qui rectifie, qui est relatif aux certifications professionnelles, qui remplace la nomenclature précédemment en place depuis 69 et qui était fondée sur les diplômes de l'éducation nationale. Donc voilà, je m'inscris vraiment en faux là-dessus. Il y a des choix politiques qu'il faut dénoncer et assumer et voir comment on reconnaît les diplômes aujourd'hui. Nicolas Lefebvre, vous qui siégez dans une instance paritaire qui s'occupe donc des IUT, formations qui sont un peu la figure de proue des professions intermédiaires. On vous lit par ailleurs dans ce numéro d'option technologie contre universitaire, un antagonisme de façade, c'est le titre de votre papier. Un mot peut-être d'abord à ce sujet sur tout simplement ce que sont les IUT, d'où ils viennent historiquement, et puis pourquoi ils incluent depuis les années 70 du paritarisme. Donc moi je représente la CGT dans des instances paritaires qui pilotent les instituts universitaires de technologie, les IUT, donc qui sont une création, une innovation pédagogique des années 60. L'idée étant d'asseoir une formation technologique de haut niveau au sein des universités. Donc les IUT sont des composantes de l'université en France. Pour vous décrire un petit peu ce que c'est, enfin les IUT, c'est 24 spécialités, d'accord, qui vont de génie mécanique, génie biologique, mesures physiques, carrière juridique, carrière sociale, etc. Donc qui brosse un panel extrêmement large et qui, à mon avis, brosse le champ qui nous intéresse aujourd'hui, donc des professions intermédiaires, absolument, à travers ces 24 spécialités. Les IUT, en termes de proportion, vous avez à peu près 600 000 étudiants, vous en avez 10% qui sont dans les IUT chaque année. C'est une formation que vous avez peut-être connue à Bac+2, qui maintenant est à Bac+3. Voilà. Et qui est une formation qui allie à la fois des compétences universitaires. La moitié des enseignants sont en général des enseignants-chercheurs et l'autre moitié des enseignements sont assurés par des professionnels de terrain, des techniciens, des gens comme vous et moi, qui avons un métier, qui avons des choses à transmettre. Et une partie de la formation se fait aussi sur des terrains de stage, donc il y a des allers-retours entre l'IUT, les entreprises, les secteurs, les associations, etc. C'est une formation qui, en général, a très bonne réputation, en tout cas par les étudiants qui y rentrent. Les taux de pression sont importants. Beaucoup de jeunes souhaiteraient rentrer en IUT. Et la singularité des IUT, c'est que c'est aussi le service public de l'enseignement supérieur. On est vraiment sur un secteur non marchand, un service public, ce qui est important dans l'évolution actuellement de la formation. Et qui est ce qu'on appelle une prépa, qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire que majoritairement, les étudiants qui rentrent en IUT trouvent de l'assurance. Ne s'arrêtent pas là, quoi. Ça ne s'arrête pas là. Et à 70% continuent leurs études au-delà du Bac+3, avec des taux de boursiers en général importants. Donc c'est vraiment la prépa des classes populaires. Enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors pour justement, c'est peut-être l'illustration de cette hausse, de cette massification de l'éducation supérieure et de la hausse des qualifications, à savoir que historiquement, ça date des années 60, à une époque où il fallait former des cadres intermédiaires, comme on disait à l'époque, et des techniciens supérieurs. C'est-à-dire qu'on a des cohortes entières qui sont passées de ouvriers en fait à profession intermédiaire, si on prend les termes actuels. Effectivement, la hausse des... Enfin, quand on vise 80% d'une classe d'âge au bac, et donc le bac ne s'arrêtant pas... Enfin, les études s'arrêtant rarement au bac et à Bac+3, effectivement, il y a eu une massification de la formation des cadres intermédiaires, certainement au détriment des métiers purement exécutants, comme ça pouvait être imaginé, même si ce matin on a compris que la notion d'exécutant simple était assez... Enfin, pas opérationnelle, la catégorie de... Voilà. Un mot sur le paritarisme, pourquoi c'est important? Oui, alors, pour vous. Les IUT donc, sont pilotés au niveau national, à la fois par une commission consultative nationale, une CCN, et des commissions pédagogiques nationales, qui sont des instances paritaires. Elles ne l'étaient pas au début, et puis assez rapidement, la question que le monde socio-économique soit représenté dans ces instances, pour pouvoir dialoguer avec les enseignants et les pédagogues, et réfléchir à quels étaient les programmes
enfin, quelles étaient les compétences, pour pas dire le gros mot, quels étaient les savoirs qui étaient nécessaires. Voilà, la question du paritarisme s'est posée assez rapidement. Et moi, je trouve que c'est un observatoire assez intéressant de l'évolution du champ de la formation pour les cadres intermédiaires, et puis des évolutions actuelles de ce champ-là. C'est-à-dire que nous formons les cadres les professions intermédiaires qui vont exercer pendant les 30 ou 40 prochaines années. Et je trouve que c'est extrêmement important de voir ce qui se joue en ce moment. On en parlera du côté de l'apprentissage. De voir ce qui se joue et je présume de peser dessus, à savoir que votre but c'est justement que d'avoir une formation solide au départ permette de ne pas être un simple exécutant, de ne pas dépendre de l'outil par exemple, etc. et de pouvoir ensuite s'adapter, voire adapter les modes de production ensuite au cours de sa carrière avec des technologies qui par nature évoluent. Tout à fait. Je lisais un article là, dans le Café Pédagogique il n'y a pas longtemps sur la question de la formation post-bac, avec des velléités de faire des formations courtes et immédiatement adaptables aux emplois immédiats. Et l'article disait, mais les adéquations d'aujourd'hui sont les inadéquations de demain. C'est-à-dire que si on ne forme pas bien les professionnels dans une formation solide maintenant, ils ne seront pas ni en capacité de s'adapter aux évolutions professionnelles, et j'ai envie d'aller plus loin, ils ne seront pas capables d'inventer les gestes professionnels à venir. Et pour ça, puisque les techniciens inventent, enfin on l'a vu ce matin, hein, le sentiment de devoir bricoler, je crois que c'était le terme qui a été utilisé, c'est la capacité d'inventivité, et cette inventivité, elle doit être nécessairement basée sur une formation extrêmement solide, et 3 ans de formation sont à mon avis nécessaires. Oui. On aura l'occasion absolument d'y revenir. Gwendoline Delamare de Woodville, côté patronal, on entend beaucoup qu'il y aurait des difficultés à recruter. Alors comment est-ce que vous l'expliquez si justement le niveau de qualification s'est élevé au fil des décennies ? Peut-être juste d'abord vous remercier de votre invitation. J'en crois certains d'entre vous lors des négociations interprofessionnelles auxquelles je participe pour la CPME. La CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. On regroupe à peu près 225 000 adhérents, donc ce qui fait de nous la première organisation patronale en termes d'entreprises adhérentes, hein, plus que le MEDEF. Et ces entreprises ont à peu près 3,5 millions de salariés. Alors oui, en effet, je vais peut-être rebondir sur les propos de la ministre Panosian-Bouvet. Vendredi dernier, il y avait les universités d'hiver de la formation professionnelle, et elle s'est exprimée en déclarant que nous nous sommes un peu endormis sur la qualité de notre formation initiale et continue. Pour la compétence, la France a reculé jusqu'à la 24e place sur 37 pays au sein de l'OCDE et 27e place en termes de productivité. Donc, moi, mon message, ça va vraiment être qu'on a besoin de formations qui sont en adéquation avec les besoins réels de nos entreprises, et on a vraiment besoin de formations académiques solides. Et depuis plusieurs années, je pense qu'on a tous entendu la petite musique, il y a des enfants qui rentrent en 6e qui ne savent pas écrire, lire, compter. Ces gamins-là, maintenant, ils ont 25 ans, et ils arrivent dans nos entreprises. Et nos chefs d'entreprise sont absolument démunis face à des personnes embauchées en tant que techniciens cadres et qui savent pas écrire, etc. Donc on a vraiment besoin aussi d'avoir un cadre rigoureux, plus exigeant dès la formation initiale. Et là, j'ai envie de rappeler le rôle hyper important des formations en alternance, où on va aussi, en plus du niveau de diplôme, je le redis, hein, il y a des gamins qui ont leur bac. Je pense que vous avez tous reçu des SMS de vos enfants, etc. Il y a des... Mais si on lit les lettres de Poilu, elles sont bourrées de fautes d'orthographe. C'était il y a plus d'un siècle aussi. Oui, mais on n'avait pas un taux de succès au bac aussi important. Ben c'est précisément ça, la massification de l'éducation, oui. Exactement, exactement. Moi, ce que je voulais vous demander par rapport à ce que vous disiez, c'est qu'est-ce qui manque dans cette adéquation entre les formations qui existent et les besoins des entreprises. Vous dites qu'il y a une inadéquation entre les deux.
je pense qu'il y a des surprises en effet lors des embauches et ces commissions paritaires que Monsieur Lefebvre citait, ben, ça c'est vraiment un outil très précieux puisqu'il va y avoir une communication avec les chefs d'entreprise qui vont embaucher. On pense aussi que lorsque des chefs d'entreprise embauchent des diplômés, c'est hyper important que l'organisme de formation chez qui l'étudiant a été formé, qui puisse savoir pourquoi est-ce que qu'il puisse y avoir un suivi sur les points forts qu'a trouvé l'employeur chez son nouveau salarié, et qui puisse aussi, ça existe beaucoup dans les organismes privés qui sont dans un système hyper concurrentiel, avoir un suivi à 6 mois après un diplôme. C'est quoi la proportion de jeunes qui ont trouvé un emploi? Est-ce que c'est pérenne? C'est sur quel métier? Et d'avoir vraiment cet échange avec les chefs d'entreprise, et que cette information, elle soit aussi lisible pour les candidats dans ces organismes de formation, qu'on ne leur demande pas sur des diplômes qui, derrière, n'ont pas forcément d'avenir. Et heureusement, aussi, et ce sont les plus nombreux, la formation c'est hyper important, et ces diplômes en majorité ils débouchent aussi sur un emploi. Frédéric Séchault, justement à propos d'insertion des jeunes dans le monde du travail, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Est-ce qu'on a plus de mal qu'avant à se stabiliser par exemple dans le monde du travail, et puis une réaction peut-être par rapport au niveau de diplôme, etc. Oui, tout à fait. Alors il y a plusieurs choses à dire qui sont importantes en écho à ce qui vient d'être dit précédemment. Globalement, c'est certain que le taux d'emploi augmente avec le niveau de diplôme. Mais, et là il y a 2 mais très importants, c'est qu'il y a toujours un écart défavorable aux femmes à chaque niveau. C'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que le type de spécialité de diplôme et la durée des études, évidemment, conditionne la rapidité ou la fluidité du parcours d'insertion dans ce qu'on appelle l'emploi à durée, l'emploi durable. Pour pas dire le CDI, parce qu'il y a également la fonction publique qui est concernée. Donc les spécialités jouent un rôle important. Les licences professionnelles entrent beaucoup plus rapidement que d'autres diplômes, notamment en sciences humaines et sociales ou en lettres et humanités. Ça, à même niveau, il y a des parcours d'insertion qui sont beaucoup plus longs ou plus chaotiques. Alors, sur l'insertion, le CEREC fait des études régulières sur des cohortes entières de jeunes qui sortent à tous les niveaux du système éducatif. On commence à publier les résultats d'une réinterrogation donc à 6 ans de la cohorte 2017. Autrement dit, c'est la réinterrogation 2023 de la cohorte 2017. On l'avait interrogé une première fois en 2020, 3 ans après sa sortie. Mais la problématique de l'interrogation de 2020, c'est qu'il y a eu la crise sanitaire et des conditions de travail très fortement dégradées. Mais on voit quand même que le sentiment de déclassement était important au cours de cette année-là pour ceux qui ont accédé à l'emploi ou qui peinaient à y accéder. Ensuite, le deuxième volet, je dirais, c'est plutôt celui-là sur lequel j'interviendrai, c'est celui de l'alimentation des emplois au prisme des conventions collectives et des systèmes de classification, et notamment de la place du diplôme dans les systèmes de classification. Et ce qu'a dit Madame Blanchot tout à l'heure est très important, c'est-à-dire qu'en 2008, il y a effectivement une recodification qui passe inaperçue et qui supprime l'obligation légale d'intégrer les diplômes professionnels dans la construction des classifications. Et ça, c'est un tournant dans l'histoire de la reconnaissance des diplômes. Et en même temps, Frédéric Séchault, une sélectivité du niveau de diplôme qui s'accroît? Oui, une sélectivité du niveau de diplôme qui s'accroît, là encore avec des contrastes, parce que c'est difficile de généraliser, il y a des tendances globales, mais il y a des contrastes très importants selon les secteurs d'activité et les branches. Si vous prenez la chimie, par exemple, dans les industries chimiques,
Donc il y a les ouvriers peuvent être embauchés avec un bac plus 2, avec un bac plus 3, mais là ensuite les conditions de progression professionnelle sont très différentes. Et dans d'autres secteurs, le recrutement est beaucoup plus uniforme, mais c'est vrai qu'il y a un décalage vers le haut du niveau d'exigence de diplôme, tout à fait. Nicolas Lefebvre, est-ce que vous voulez répondre à Gwendoline Delamarre de Bouteville sur la question de la qualité de la formation voilà, est-ce que vous lâchez dans la nature des jeunes qui font des fautes d'orthographe partout et qui maîtrisent mal leurs fondamentaux? Alors, effectivement, c'est pas l'objectif que de former des gens à des métiers ou à leur donner des compétences qui ne seraient pas utiles. Vraiment, la spécificité des IUT, je le dis, c'est que c'est vraiment une formation professionnalisante avec énormément de temps de stage, d'aller-retour, d'accord. Le lien avec le monde socio-économique, il est effectivement du côté de l'embauche, mais il est aussi tout au long de la formation, c'est-à-dire que quand on revient d'un stage, quand on a mis en pratique les compétences apprises ou les savoirs, etc., il y a du lien avec le monde socio-économique, avec le monde du travail. Les enquêtes emploi que font les IUT sur les sortants, puisqu'on en fait voilà, tous les ans, on interroge à 6 mois, 1 an, etc., pour ceux qui sont en insertion, voilà, on a plutôt des bons retours. Et j'ai envie de défendre le service public de l'enseignement supérieur et son agilité. On a souvent l'image on voudrait donner l'image d'un service public immobile, incapable de s'adapter, incapable de bouger, etc. C'est vraiment pas le cas. Enfin voilà, l'adaptation de la formation, enfin c'est vraiment une question constante des enseignants-chercheurs, des directeurs d'IUT, etc. Et pour preuve, la création de l'IUT multimédia métier de l'Internet, d'accord, MMI, qui est une formation maintenant à Bac plus 3, s'est faite 3 ans après la création de l'Internet. Donc je veux dire, le service public de l'enseignement supérieur a pu, dans une très grande agilité, une très grande adaptation, former bien à des compétences et à des métiers naissants et pour autant donner la possibilité à des futurs techniciens de s'adapter tout au long de leur vie, de reprendre des études, etc. La poursuite d'études majoritaires à la sortie des IUT fait que les compétences, elles sont à la fois du côté et de l'insertion et du côté aussi des savoirs académiques et universitaires. Il ne faut pas imaginer que les formations, parce qu'elles sont longues, sont inopérantes, ou que des formations courtes seraient immédiatement adéquates. On n'est vraiment pas là-dedans. Je crois qu'il faut vraiment prendre en mesure ce que c'est que d'avoir son bac à 18 ans et éventuellement d'entrer sur le monde du travail à cet âge-là. Le processus de formation est un processus de transformation également, d'entrer dans le métier, dans l'identité professionnelle, etc. C'est extrêmement important. Le contre-exemple pour moi, il est du côté de l'apprentissage. Nous sommes une formation en alternance, puisque nous alternons les savoirs, etc. La formation en apprentissage est autre chose, c'est un autre mode d'enseignement, et il est à voir les taux de rupture sur les contrats d'apprentissage qui sont énormes. C'est-à-dire que les jeunes qui rentrent en apprentissage, en général en infrabac, ne sont pas prêts à rencontrer le monde du travail. Et il y a une évolution massive en ce moment sur l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que 70% des contrats d'alternance ou d'apprentissage dans ce pays visent des formations de l'enseignement supérieur, du Bac plus 3, du Bac plus 4. Il y a une vraie transformation qui vient dire des vraies choses, à la fois de la paupérisation de l'université et des étudiants et de l'hyper-subvention sur l'alternance supérieure, puisque ce qu'on commence à voir, c'est que les jeunes qui sont en apprentissage dans le supérieur, on pourrait imaginer qu'ils ont une insertion immédiate, et en fait, il y a une succession de stagiaires dans un certain nombre de domaines et d'entreprises, et notamment dans les entreprises de la tech, qui sont des, j'ai envie de dire, des gros consommateurs d'alternants par vague. Oui, Gwendoline Delamarre de Bouteville, je vous laisse répondre. Et puis ces difficultés à recruter qu'évoquent les PME, est-ce que ça n'est pas aussi lié à peut-être à la qualité de l'emploi qui est proposé ?
Moi, je voudrais aussi répondre sur ce que vous avez dit sur l'adaptation des formations à la vie d'aujourd'hui, et heureusement, et c'est vraiment très utile. À la CPME, il y a des études qui nous disent, demain, avec l'intelligence artificielle, il y a 90%, 90% des métiers qui auront disparu ou qui seront transformés. Et la CPME, il y a une délégation CPME qui a été au CES de Las Vegas en janvier. C'est un espèce de grand salon sur l'innovation avec tous les pays du monde. Et ils m'ont rapporté, l'Asie tient vraiment la dragée haute, ils sont hyper loin devant nous. Loin derrière, il y a les Américains, ils ne sont pas au même niveau. D'ailleurs, on a vu que sur ChatGPT, ils se sont fait aussi dépasser. Et loin derrière, il y a l'Europe et la France. Et ceux qui y ont été m'ont dit, il y a 2 ans, la France, on avait 4 allées. Et là, on cherchait les stands français. Donc il y a vraiment une très grande inquiétude. Et on se pose la question, est-ce que nous, dans nos systèmes éducatifs, on a pris la mesure de cette transformation et de cette mutation, mais également dans la formation continue, parce que ça va aussi jouer sur nos salariés qui sont en poste depuis longtemps. Donc on a vraiment besoin de créer un cadre éducatif ambitieux, rigoureux, pour former les techniciens et les cadres de demain, mais aussi pour permettre d'adapter les compétences de ceux d'aujourd'hui. Et peut-être juste un petit retour sur ce que vous avez dit sur les diplômes et les classifications. Nous, on considère que le diplôme, il a une vraie importance pour des jeunes diplômés. Mais après, lorsque vous avez un salarié qui a 5, 10, 15 ans d'expérience, c'est vraiment, on va mesurer son niveau vraiment à la valeur de son expérience, de ce qu'il a appris, etc. Et le diplôme perd un peu quand même de son utilité pour... voilà. Caroline Blanchot. Oui, peut-être à ce stade dire quand même que les étudiants n'ont pas leur diplôme dans des pochettes surprises, et peut-être aussi dire que les masters, les licences et les IUT ne sont pas validés sur des QCM. Je le dis avec un peu fâché, avec beaucoup d'humour, mais quand même, je pense que c'est important de se le dire. Après, c'est aussi un peu marrant ou pas de mesurer que à toutes les périodes depuis les années 70, le patronat a dénoncé une inadéquation entre la scolarité et les besoins des employeurs. C'est d'autant pas si récent que ça qu'on a des études très sérieuses de sociologues dès 1988 de 2 sociologues, Roger Establet et Christian Baudelot, qui l'ont refait en 2009 et qui montrent qu'il y a plutôt une progression du niveau scolaire des enfants français. Alors c'est vrai que depuis 2009, on a les enquêtes PISA qui montrent un recul ces dernières années, mais si on regarde les études, on voit que c'est dû, c'est un peu vrai sur l'ensemble des pays de l'OCDE, un peu dû à la crise Covid et à ses suites, et puis en France, vraiment en grosse partie dû aux difficultés de recrutement dans l'enseignement, à la suppression de classes et à l'austérité que subit l'éducation nationale de manière générale. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que on a entendu, et les études du CEREC le montrent bien, les professions intermédiaires, ils sont confrontés par rapport à avant, à une intensification du travail, un besoin de capacité d'adaptation aux nouvelles technologies organisationnelles complexes. C'est pas nouveau, c'est pas demain, même si demain, effectivement, avec l'intelligence artificielle, ça pose d'autres défis qu'on ne doute pas qu'ils seront relevés, comme les générations précédentes ont dû le faire, et pourtant, les chiffres ont la vie dure, les chiffres que j'ai énoncés tout à l'heure, c'est un fait, il y a une déqualification. Moi, ce que je comprends dans votre la toute fin de votre dernière intervention, c'est que finalement, vous dites que on était mieux formé avant, mais que finalement, au bout d'un certain nombre d'années, ce diplôme perdrait quand même en efficacité, en efficience. Moi, ce que je tiens à dire, peut-être pour finir mon intervention, c'est que il y a, et ça a été dit par Cyril Dalloy à la fin de la table ronde d'avant, il y a quelque chose qui se joue
sur le partage de la richesse créée par les salariés et dans le rapport capital-travail. Les entreprises du CAC 40, alors que vous ne représentez pas ici, hein, mais ont dégagé plus de 56 milliards d'euros de dividendes et d'actions ces dernières années. C'est beaucoup plus qu'avant. Et puis, il y a ce qui se joue aussi au niveau des classifications, qui a été un peu brossé à la table ronde avant, mais pour se dire quand même pourquoi Ambroise Croizat, avec les classifications qui ont été préparées avant la Seconde Guerre mondiale et qui reviennent de loin, qui reviennent sur empêcher l'arbitraire patronal. Empêcher l'arbitraire patronal qui était en vogue à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et les grilles parodie Croizat permettaient justement de le réduire au maximum. Et les nouvelles grilles, notamment celles de la métallurgie, mettent tellement d'ambiguïté et ouvrent tellement de portes à l'interprétation qu'on réintègre l'arbitraire patronal. Et c'est un vrai problème pour la CGT, mais c'est un vrai problème pour les salariés derrière. Et peut-être aussi dire que ce rapport capital-travail, ce rapport de force, ça se joue aussi dans le paritarisme. Si je prends juste un exemple, nous, on siège à la commission de l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres, qui est censée regarder justement les classifications pour introduire les cadres et assimilés dans les classifications, les retraites complémentaires AGIRC et les classifications de cadres. Et ce qui se joue, c'est que le patronat systématiquement rejette toutes les propositions d'intégration dans ces classifications. Donc on voit qu'il y a méthodiquement une volonté de déqualifier ces professions intermédiaires et techniciennes, alors même que les niveaux de diplôme qu'elles ont aujourd'hui sont supérieurs à l'entrée de cadres il y a encore 10, 15, 20 ans. Frédéric Séchaud, comme le CRE qui est cité, je vous laisse rebondir. Est-ce que vous diriez qu'il faut de plus en plus de diplômes, mais qu'ils sont de moins en moins reconnus? Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je vous en prie. Alors, les diplômes sont toujours massivement évoqués, ou les niveaux de diplômes sont toujours massivement évoqués dans les conventions collectives. Sauf que leur place et leur rôle tend à se réduire. Et ça, c'est un effet donc, lié à la recodification 2008, mais aussi à la présence de plus en plus répandue des certificats de qualification professionnelle dans les grilles de classification. Et alors, il faut nous rappeler ce que sont ces certificats, les CQP qui sont par branche, n'est-ce pas? CQP par branche, qui résultent du travail de commissions issues des commissions paritaires nationales pour l'emploi et la formation professionnelle, et qui donc résulte d'un travail paritaire et qui consiste à définir autour de certaines fonctions dans des métiers une qualification et l'exercice de compétences particulières à certains niveaux, puisque depuis donc 2002 et l'existence du répertoire national des certifications professionnelles, ces certificats, ces CQP, sont entrés dans ce grand ensemble des certifications. Et donc le vocable de diplôme n'est plus le vocable unique par lequel on désigne la qualification personnelle du travailleur. Donc c'est celui de certification. Et parmi ces certifications, on trouve ces certifications paritaires qui vont servir d'outils dans les systèmes de classification pour asseoir des processus de mobilité, de reconnaissance salariale, d'évaluation des salariés. Donc tout ce qui relève de la régulation d'entreprise dans l'emploi va être défini de la sorte par la branche pour permettre certains parcours, mais aussi certaines conditions favorables à l'attractivité des métiers. C'est par exemple le cas dans le recyclage et la récupération des déchets, où une nouvelle grille de classification a créé des garanties de classement qui se rapportent à ces CQP, mais aussi à des diplômes de l'éducation nationale. Est-ce que ça veut dire, pour faire simple, que moderniser les grilles de classification n'exclut pas d'inclure la reconnaissance des diplômes, simplement en ajustant avec les nouveaux métiers, les nouveaux besoins d'aujourd'hui?
Oui, la réponse peut être tout à fait positive, puisque les systèmes de classification, à travers des mécanismes qui sont les seuils d'accueil ou seuils d'accès ou garanties de classement, donnent au diplôme et aux certifications, on va dire au sens large, un poids dans le classement de l'emploi et donc dans la hiérarchie professionnelle. Et alors, donc, certaines grilles de classification donnent une reconnaissance au diplôme à l'entrée dans l'emploi, et ensuite vont asseoir la reconnaissance de la progression professionnelle à travers d'autres certifications, les CQP, dont les conditions de reconnaissance sont variables, elles aussi. Gwendoline Delamarre de Vaudeville. C'est peut-être un peu révolutionnaire ce que je vais dire. Enfin, je ne sais pas d'ici dans cette enceinte, ça sera dans votre sens, mais moi je me pose la question, est-ce que les classifications c'est vraiment une priorité ? C'est un travail qui est très long et laborieux par les sachants. Hein. Dans la vraie vie, les chefs d'entreprise, ils ne sont pas très à l'aise avec ce système de classification. Leurs salariés, je pense que c'est un peu la même chose. Et finalement, sa grille de salaire, comment il va la construire ? Le chef d'entreprise, il va regarder le poste, les responsabilités et faire en sorte que les salariés qui travaillent sur les mêmes postes et qui ont les mêmes responsabilités aient la même rémunération, mais il ne va pas forcément s'attacher... Alors je vous parle pour le privé, hein, parce que pour la fonction publique c'est encore différent, et moi je vous parle de ce que je connais. Voilà, pour lui c'est quelque chose de compliqué, et il ne va pas y avoir une pesée des emplois, une révision tous les ans des classifications. Je vous parle de ce qui se passe dans les TPE-PME, et je vais même aller plus loin. Je me pose la question aussi, est-ce que le distinguo cadre et non cadre, est-ce qu'il a encore sa raison d'être, avec des cadres qui n'encadrent personne ? Et donc je lance ça dans le débat. Finalement, sans doute que le vrai sujet, c'est l'évolution des salaires. Et vous l'avez dit, hein, mais je ne le prends peut-être pas par le même biais. Si un salarié est au SMIC, c'est pas une catastrophe. Ce qui est compliqué et ce qui n'est pas normal, c'est que 10 ans plus tard, il le soit encore. Et donc là, on a vraiment un travail un peu plus structurel à faire déjà sur sa capacité à pouvoir évoluer en compétences, puisque c'est en évoluant en compétences qu'il va pouvoir aussi augmenter sa rémunération. Et puis aussi, le problème, c'est le coût du travail, puisque pour augmenter un salarié de 100 € au niveau du SMIC, ça coûte 500 €. Et alors ça finance notre système de protection sociale, mais c'est pas normal. Et je rajoute... Oui, en l'occurrence, on s'éloigne un peu de notre sujet des professions intermédiaires. Je voulais faire rebondir Nicolas Lefebvre sur ce qui a été dit. Vous, dans le papier Option, vous écrivez qu'il y a un risque actuellement, à savoir une volonté patronale, écrivez-vous, Nicolas Lefebvre, d'en finir avec les diplômes tout en exigeant des salariés hautement qualifiés. Oui, on entend bien depuis ce matin que la discussion sur est-ce que les diplômes, les grilles, le salaire, etc., c'est une vraie question ou est-ce que c'est une vue de l'esprit? Et puis, on entend bien la petite musique sur les diplômes inadéquats pour le monde de l'entreprise d'aujourd'hui, etc. Et il y a une espèce de convergence là un petit peu des attaques idéologiques qui nous font, on comprend tous ici de quoi il s'agit, c'est-à-dire de déconnecter absolument la question du diplôme, de la rémunération, que la question de la rémunération doit être liée uniquement à la question, comme vous l'avez évoqué, des compétences, et puis de la montée en compétences, donc de la montée en salaire. Et si on ne monte pas en compétences, on ne monte pas en salaire. Donc cette déconnexion, oui, on voit bien qu'elle est... et à la fois, le monde de l'entreprise attend un haut niveau de qualification des travailleurs qui viennent... Parce que ce que vous avez pu dire sur la faiblesse du système d'éducation nationale et la difficulté de ces jeunes qui arrivent, qui ne savent pas lire, pas écrire, etc., on entend bien que l'attente, elle est sur un haut niveau de qualification, de compétences et de savoir, etc. Et puis à la fois qu'il faut la déconnecter de la question des salaires. Donc on veut beaucoup de compétences à haut niveau avec pas beaucoup de reconnaissance salariale. Donc
nous syndicalistes, enfin voilà, ça nous parle. Sur la question de l'enseignement et du système d'éducation, je voulais quand même... moi, je travaille à l'éducation nationale depuis longtemps, et j'ai envie de dire d'une manière un peu provocante, donnez-nous les moyens du lycée Stanislas, et je vous promets qu'on fait réussir tout le monde. Enfin, la question de l'éducation, elle doit aussi se poser du côté du... c'est un patrimoine. Donc, vraiment, on ne peut pas attendre et un haut niveau de compétence, un haut niveau de savoir, sans pour autant que ce soit sanctionné par un diplôme et que le diplôme donne lieu à une rémunération à la hauteur. Frédéric Séchaud, un mot pour finir. Oui, au sujet de la proposition révolutionnaire de de notre ami de droite... à ma droite. Les gens qui nous écoutent sans l'image ne voient pas que Madame est à votre droite. Oui. À vrai dire, il y a tout un système qui a été construit aussi dans une optique révolutionnaire, qui est celle du droit du travail. Et notamment l'existence de la qualification contractuelle du salarié qui permet de faire le lien entre les qualités de celui-ci, incluant son diplôme, et l'activité pour laquelle il ou elle est rémunéré. Cette qualification contractuelle est associée à un certain nombre de droits qui font que l'employeur le rémunère par rapport au poste de travail qu'il ou elle occupe, en lien avec une classification et ce qui confère également le droit à des cotisations sociales et un droit particulier qui est celui, au cas où le poste n'existe plus, la rémunération se poursuit. Ce qui fait qu'au moment de la crise sanitaire, s'il n'y avait pas eu ce système-là, eh bien, 84% des salariés n'auraient plus reçu de salaire. Donc il y a quand même une cohérence dans tout ce système de classification, reconnaissance des qualifications personnelles du salarié, de la qualification du travail à travers la classification et de la qualification contractuelle, qui paraît d'emblée quand même assez compliqué à remettre en cause, d'autant plus qu'il y a des dynamiques de négociation dans les branches qui sont très contrastées et que on voit certes au cours de la dernière période, donc de la période, on va dire 1996-2023, donc sur une bonne grosse vingtaine d'années, un passage des systèmes de classification de type parodie-croisat à des systèmes de classification à critères classants. Certes, mais cette tendance n'est pas inéluctable dans le sens où les critères classants peuvent aussi s'accompagner de reconnaissance des certifications et des diplômes. Évidemment, il a été cité tout à l'heure la grille de la métallurgie, dans lequel il y a la possibilité d'une reconnaissance des diplômes, sauf qu'il faut que l'offre d'emploi mentionne le niveau et l'exigence de diplôme. D'après ce que j'en sais, mais peut-être qu'on pourra revenir dessus. Donc, il y a cette problématique des qualifications qui est traitée de manière très contrastée, très différente selon les branches professionnelles et le type de régulation qu'elles effectuent, et aussi du fait de l'intervention de l'État, ce qui est le cas dans le secteur du travail domestique, où il y a 3 conventions collectives très différentes. Et on y viendra, ça, effectivement, dans la troisième table ronde sur les métiers féminisés. Caroline Blanchot, vous concluez votre édito d'options en citant le principe de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, dans sa célèbre déclaration de Philadelphie. Il ne peut y avoir de paix universelle et durable sans un traitement décent des travailleurs. Pourquoi conclure sur ça? Alors, peut-être, avant de répondre à la question, rappeler un petit peu le positionnement de la CGT par rapport aux qualifications et au salaire. Ce que dit la CGT, c'est que le salaire paye la force de travail et doit garantir les moyens nécessaires d'existence. Et nous, ce qu'on revendique, c'est qu'on ait un salaire d'embauche qui soit par rapport au niveau de qualification et par emploi. Et on demande donc un SMIC, pour rappel le SMIC CGT de 2 000 € et à l'embauche au niveau CAP et BEP 1,2 SMIC, au niveau bac 1,4 SMIC, au niveau bac plus 2 1,6, au niveau bac plus 3 1,8, au niveau bac plus 5 2 SMIC, CGT, et au niveau bac plus 8 2,3. Et ce qu'on demande, c'est qu'à minima, entre le début et la fin de carrière, il y ait un doublement. Oui. Voilà.
Donc juste, c'est important, je pense qu'on se redise aussi. Et c'est pourquoi c'est important, parce que cette philosophie, elle est directement inspirée de ce qu'avait pu faire Ambroise Croizat avec ses classifications. Et on souhaite qu'elle soit attachée à la personne avec, on y rajoute, la sécurité sociale professionnelle. Donc, quoi qu'il arrive dans la carrière, on ancre et on assure une boucle qui permet de ne pas retourner en arrière, ce qui n'est pas le cas de la convention collective de la métallurgie. Ce que je voulais aussi dire, c'est qu'on a une smicardisation de la société française. C'est un vrai problème. Caroline Blanchot est d'accord avec Gabriel Attal. Et d'ailleurs, effectivement, il l'a à juste titre dénoncé, et on a un gouvernement qui est un peu contraint de dire, le patronat, vous faites quoi ? Ils sont en train d'un peu de revenir en arrière, puisque pourquoi une smicardisation ? Il y a plein de raisons, mais il y a une raison simple à comprendre. Dans les années 90, on a mis en place des exonérations de cotisation pour les salaires à 1,6 SMIC. Ce qui fait que mécaniquement, le patronat n'est pas incité à augmenter les personnes, notamment intermédiaires en rémunération, puisque par effet domino, ils vont perdre des exonérations. Donc on voit bien que le système de finalement trappe à bas salaire est contre-intuitif et contre-productif. Et là, ils veulent essayer de leur mettre en cause, et évidemment, le patronat n'est pas d'accord. Mais c'est un problème, parce que ça détricote complètement, et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, les acquis sociaux, et finalement ce deal de dire on pousse toute une génération finalement plus haut en niveau de qualification générale, et puis charge aux entreprises de prendre ces jeunes qui sortent de diplôme pour continuer la formation. On a beaucoup d'entreprises qui avaient des formations internes qui s'en sont débarrassées pour des questions que de coûts, et qui maintenant reportent sur l'éducation nationale ce qui se faisait en lieu et place de l'intégration avec une rémunération dans l'exercice de la profession et puis tout au long de la carrière. Ça, c'est quelque chose dans lequel il faut revenir en arrière. Et moi, je pense qu'il faut aussi arrêter de dire cadre encadrant. Je rappelle juste qu'on a un accord national interprofessionnel qui donne une définition claire et qui a été signé par toutes les organisations syndicales et le patronat. Cet année encadrement dit, et je le fais court parce que je ne vais pas te redonner toute la définition, mais qu'on n'est pas du tout sur la question simplement de l'encadrement, mais de la qualification, de l'autonomie dans le travail et de la responsabilité professionnelle. Alors oui, effectivement, pourquoi je conclus l'édito là-dessus, c'est que il y a des choses qui ont été dites juste dans l'intervention précédente. Les enjeux d'émancipation des salariés, des travailleurs, elles traversent l'histoire. Et les lois, elles suivent les mobilisations. Et là, ce qui se passe, c'est que ce détricotage depuis les années 90 sur les acquis, c'est clairement un non-sens historique. Et pourquoi un non-sens historique ? Parce qu'on est face à des enjeux écologiques, des enjeux économiques et technologiques colossaux, ça a été évoqué, et que les professions intermédiaires vont avoir un rôle stratégique à jouer face à ces enjeux-là. Et effectivement, ne pas les reconnaître, et là je reboucle avec la première question, c'est une gabegie, mais c'est aussi un risque pour notre avenir, c'est un risque aussi pour le patronat, c'est un risque aussi, et surtout pour le patronat que vous représentez, les PME et les TPE, parce que vous avez besoin de personnes qualifiées. Et ces personnes qualifiées, on a besoin de les mobiliser. Et dire qu'on ne reconnaît pas les diplômes et les qualifications, c'est démobilisable. Et c'est la porte ouverte à la montée des idées d'extrême droite. Aujourd'hui, la CGT, elle dit, et on l'assume, que l'arrivée de Trump au pouvoir, c'est aussi parce que Biden n'a pas reconnu et écouté les classes populaires. Et c'est un danger colossal. Pourquoi on a construit l'OIT après la Seconde Guerre mondiale sur ce principe de... Pourquoi la guerre ? La guerre parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas de traitement décent des travailleurs. Et on construit l'OIT en disant, si on continue, si on recommence, on ouvre la porte à la guerre. Et aujourd'hui, on ouvre la porte clairement d'abord à l'extrême droite. Et pour conclure, clairement, pour remettre en arrière tout ça, vous trouverez toujours la CGT face aux attaques de nos acquis, évidemment, et face au risque de la montée d'extrême droite. Et clairement, on a des responsabilités collectives face à l'histoire et surtout face aux nouvelles générations. Caroline Blanchot, Nicolas Lefebvre, Gwendoline Delamarde-Boudeville, Frédéric Séchaud, merci à vous quatre. Amis auditeurs et spectateurs, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Restez avec nous pour le 3e volet de cette série, un focus sur la question des femmes. À très vite. Salut!